Bonjour à tous, on se retrouve pour la brève de la semaine, enfin qui est censée sortir toutes les 2 semaines et on n'a pas trop respecté ce qu'on avait dit malgré nous parce qu'on a quand même essayé de respecter ça mais ça a été compliqué ces dernières semaines avec tous les chantiers qu'on était en train de faire et là vous voyez on était en train de monter la vidéo et on se rend compte qu'il n'y avait pas de rush où on vous disait bonjour donc c'est quand même le minimum. Tout ça pour vous prévenir quand même, ça fait 2 ou 3 semaines, je crois que la dernière vidéo elle est déjà sortie. On n'a pas réussi à en sortir avant, on a quand même essayé de faire des rushs. Dans la vidéo il y a des rushs d'il y a 2 semaines mais il y a des rushs aussi de cette semaine donc forcément il y a des voitures qu'on filme qui sont déjà parties etc. que les clients sont venus récupérer. Donc on n'a pas pu tout terminer, mais on a essayé de faire quelque chose quand même de cohérent dans l'ensemble et puis qui est intéressant. Vous allez avoir de la Maserati comme de la 96, comme toujours des Porsche. Et Gino qui règle un carbu, qui explique, on a une brève discussion autour de ça. Donc en espérant quand même que ça va vous plaire. Et puis je m'excuse en tout cas de ne pas avoir pu sortir un peu plus de vidéos. On va essayer de s'y mettre. On dit toujours ça, mais à chaque fois c'est toujours le même résultat. On est pris par le temps et par le travail, donc c'est assez compliqué. Je m'en excuse en tout cas, et puis en vous souhaitant quand même bonne vidéo. Alors, on se retrouve dans le showroom parce que je tenais quand même à vous montrer cette vue que tous les clients ont quand ils viennent chez GR Motors. Donc, on se dirige vers l'accueil, on est dans notre showroom et vous pouvez voir par la baie vitrée en fait tous nos mécanos qui travaillent directement sur les différents véhicules qu'on a. Là, on a Gino qui est sur la 812 Superfast. On va aller voir un peu plus de près ce qu'il fait parce que c'est quand même intéressant et puis c'est pas tous les jours qu'on voit des 812. Alors, hop, on passe de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Eh bien, en fait, tout simplement, je suis en train de démonter la batterie. Alors, sur ce type d'auto-là, c'est un petit peu complexe, hein, c'est pas aussi simple que sur une Peugeot 206. Hein, ouais. Parce que la batterie, elle est bien cachée. Elle est en dessous tous les caches plastiques, enfoncée sous la baie de pare-brise. Déjà, j'ai démonté la partie de carter qu'on aperçoit à l'autre côté. Là, je l'ai enlevé pour me faire de la place. Et là, je suis au démontage de la baie de pare-brise pour pouvoir aller ensuite accéder à la batterie qui est là, hein, pour pouvoir la remplacer. Alors, pourquoi je remplace cette batterie-là? En fait, tout simplement, c'est que cette voiture-là nous est arrivée avec un problème de témoin qui s'allume par moment et puis elle reste bloquée en white sur le magnéti. Et tout simplement, c'est à cause d'une batterie. Hein. Là, il n'y a pas de problème particulier, c'est que la batterie, elle est un peu juste en tension. Et quand vous l'arrêtez, que vous redémarrez, on sent qu'elle est juste. Et là-dessus, dès qu'on a une chute de tension sur ces italiennes, tac, ça nous allume des voyants, ça nous les met en sécurité. Donc, l'intervention, c'est de changer la batterie. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses à aller démonter, hein, pour aller réussir à choper cette batterie. Donc il y a beaucoup de carter, il y a beaucoup de choses à enlever. Et là, alors pour être honnête, c'est la première fois que je démonte une batterie de 812. Parce qu'on voilà, c'est pas une intervention qu'on fait couramment. Mais là, je me rends compte que je suis pas encore rendu. Hein. Je pense que tu repasseras tout à l'heure parce que là, voilà, j'ai une intervention finalement qui prend quand même pas mal de temps, quoi. Et ouais, pour une simple batterie, ouais, là, je pense qu'on va lui passer un peu de temps. Parce que déjà, il faut tout démonter sans rien casser, déjà, première chose. Et puis là, là je pense que là où j'en suis rendu, j'ai bien l'impression qu'il va falloir que j'enlève mes essuie-glaces, tout ça. Ça nous permettra de voir le moteur dans son intégralité. Hein, parce qu'on a quand même là, sur ce modèle-là, on a un V12 6,5 litres. Vous voyez, là, il est encastré. Ouais, il doit à peu près être... il vient jusqu'à peu près où est ma main, hein, vous voyez. Donc, ils sont vraiment reculés au maximum. Hein. D'ailleurs, quand on regarde, si on regarde, vous voyez, là, le centre de la roue, il est là. Donc ça, c'est l'axe des roues avant. Ah, il est finalement en centre à l'avant, quoi. Ah bah ouais, en fait, le moteur se trouve derrière l'axe des roues avant pour la répartition des masses. Hein. Tout ce qui est sur la partie avant, là, c'est radiateur, boîte à air. Et puis là, vous voyez, originalité, les calculateurs moteurs. Par contre, eux, ils sont faciles d'accès. Ils sont juste là. Vous voyez, ils sont juste ici. Bon, après, si la batterie, elle est positionnée à cet endroit-là, hein, c'est tout simplement pour la répartition des masses, hein, c'est pas pour autre chose. Alors c'est même étonnant, je pensais qu'ils auraient pu même la mettre dans le coffre, justement pour aller recontrebalancer les masses derrière, mais peut-être qu'ils n'avaient pas la place ou que techniquement ils avaient certainement leur raison. Parce que souvent, sur les Ferrari, on les retrouve soit au pied du passager, hein, donc au plus bas du sol, ou derrière justement le passager au sol, justement toujours pour un problème de centre de gravité.
Bah là, moi, je vais continuer à démonter tout ça, hein, désosser tout ça. Et puis, bah, quand j'aurai réussi à atteindre la batterie, eh bien, tu repasseras me voir, hein. On verra comment ça se passe. Bon. Alors là, c'est quand même un sacré truc, mon truc, hein. Donc là, on se retrouve sur le 4 colonnes avec une Maserati Quattroporte qui avait un souci. Alors, un souci de boîte. Elle donnait des à-coups très forts, etc. Et il y avait donc une fuite au niveau du moteur, liquide de refroidissement, et sauf qu'il y avait de l'huile dedans. Alors, donc le client, il nous a appelé, il nous demande, il nous dit, bah peut-être un joint de culasse, peut-être, enfin voilà quoi, un gros souci. Et en fait, il s'avère que il y a un refroidisseur qui permet de refroidir l'huile avec le liquide de refroidissement, qui se situe en dessous donc l'admission complète du moteur. Et donc le refroidisseur étant percé, l'huile se mélange avec l'eau et l'eau se mélange avec l'huile. Donc on se retrouve avec de l'eau dans la boîte de vitesse, ça fait pas bon ménage. Et ensuite après de l'huile dans le vase d'expansion, donc dans le liquide de refroidissement. Donc là on se retrouve au 4e rinçage. Donc quand c'est comme ça, on rince à l'eau, on fait des compléments d'eau, on vidange, on refait des compléments d'eau, on vidange. Et ensuite pareil pour la boîte de vitesse, donc on vidange tout simplement l'huile, on enlève les carters, la crépine, on nettoie tout, etc. Ensuite on remonte, on met de l'huile neuve, on fait tourner le véhicule, on fait un essai sur route, donc on passe les 6 vitesses, on rétrograde, etc. On revient sur le pont, on la remet en vidange, et ainsi de suite, donc 4 fois pour l'instant, jusqu'à temps que l'huile coule claire, qu'il n'y ait plus de résidus d'eau, etc. dans tout le circuit. En sachant que le circuit est assez long, donc ça vient de la boîte de vitesse, ça revient jusqu'en haut du moteur, et après ça revient au milieu des deux V, sur le V8 de la Maserati. Et donc à ce moment-là, faut vraiment que tout le circuit, toute la nouvelle huile est poussée, absorber le liquide de refroidissement qu'il y avait dans la boîte, dans toutes les petites interstices, etc. pour pouvoir tout revidanger, et ensuite on met un nettoyant boîte, donc qui va servir à justement enlever et éliminer les derniers dépôts, parce que quand ça se mélange, on va dire que ça fait de la vase, de la boue un peu. Donc une matière qui est très collante, qui se met sur les parois, et donc nettoyant pour enlever toute cette boue. Et ensuite après on remettra l'huile finale avec un additif, histoire que la boîte qui a fait son fonctionnement avec de l'huile et de l'eau un peu mélangées, donc pas du tout dans les bonnes conditions d'utilisation, qu'on puisse, on va dire, la sauver. Oui. Parce qu'en soi, c'est pas son fonctionnement, il peut y avoir une usure anormale, etc. Même là, d'où on en est rendu, on va se dire qu'on ne connaît pas le résultat, mais en tout cas, on fait le maximum de façon à ce que la boîte soit rattrapée. Alors après, on verra aux tests finaux, mais en soi, les quelques tests qu'on va faire après, si elle redonne des à-coups, etc., oui, évidemment, bon, voilà, il y aura soit un remplacement de boîte, soit... Enfin voilà, il va y avoir quelque chose à faire si jamais ce qu'on a fait, du moins, ça ne va pas fonctionner. Après, en soi, on va dire, c'est une solution pour sauver la boîte de vitesse. On fait tout notre possible, mais ouais, on n'est pas magicien non plus. Ah non, on n'est pas magicien du tout. En soi, on applique ce qu'on sait faire, on le fait au mieux, et ensuite après, on voit ce que ça donne. On peut pas faire une boîte de vitesse neuve avec une boîte de vitesse qui a fonctionné avec du liquide de refroidissement dans les carters, quoi. Donc voilà, donc on s'est retrouvé donc au niveau du moteur, des poses de tous les caches. Des poses de la bête pare-brise, moteur d'essuie-glace et bras de balai d'essuie-glace, etc. histoire d'enlever le gros bébé au milieu, donc l'admission complète qui vient donc tout d'une traite. Après, donc les durites d'essence, etc., etc. Donc un petit peu, même voire beaucoup de démontage. Donc pareil, quand on a une opération sur une Maserati comme ça, on a aussi le refroidisseur huile moteur liquide de refroidissement qui se trouve aussi au milieu. Le liquide de refroidissement, le refroidissement pour la boîte et l'échangeur qui se retrouve aussi au milieu. On va aussi avoir l'alternateur. On va déposer l'admission pour pouvoir enlever l'alternateur. Donc c'est un chantier qui se fait, on connaît.
mais c'est long et il y a pas mal de vis, voilà, c'est ça. Pas mal d'heures, ouais. Voilà tout. Je Bon. pense qu'on a fait tout le tour au niveau de cette quattroportée. Bon bah merci Emeric. Puis bah si jamais il y a des nouvelles, je reviendrai moi faire des Ouais, plans, bah oui. voir un peu ce qui se passe et s'il y a de l'amélioration au niveau de la boîte. On va faire comme ça. Alors, tac, est-ce qu'on entend bien tout? Parle voir. Fais une phrase, genre, je sais pas, je m'appelle... Je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans. Voilà. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Non, il n'y a pas de problème. Il y a la plaque. Tiens, heureusement que j'y pense maintenant. Bon bah voilà, Il n'y a plus qu'à pas me le prendre sur la tête. on est avec Mathis et là Mathis il a fait un cache-plaque de fou. Elle est incroyable. Bon alors, on se retrouve sur la 968 sur laquelle tu as déposé le moteur. Ouais, c'est ça. Grosse intervention. Le pourquoi du comment. J'ai déposé le moteur déjà pour lui mettre un gros coup de nettoyage. Il était vraiment sale. Ça fait, je crois que la voiture elle a un peu plus de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il est dedans. Donc on l'a nettoyé au Karcher. Il est tout beau, tout propre. Après, on a fait une distribution, un embrayage. Et au démontage, on s'est aperçu que, alors je ne sais pas si on va bien le voir, des bouchons qui sont en bout d'arbre d'équilibrage. Le joint, il bougeait, car le joint était complètement mort, il était desséché, il s'était aplati. Donc on a fait une dépose des arbres d'équilibrage, nettoyage pareil. On a rechangé tous les joints. Et puis là, j'ai tout remonté et prêt à remettre dans la voiture. On l'a reposé sur ses roues, on a nettoyé le compartiment moteur, j'ai rechangé les supports moteurs. On a rechangé aussi les coupelles d'amortisseurs parce que c'était des mauvaises qui étaient montées dessus. Donc il y a eu quand même pas mal de travail là-dessus. Là, ça va se remonter tranquillement. Là, au remontage du moteur Ouais, et c'est puis ça. ensuite remise en route et il te restera plus rien. La géométrie et ça sera... Ok, tout bon. d'accord. Bon, bah top. Et bah je ferai suivre tout ça une fois que le moteur il sera remonté dans sa caisse. Donc on se retrouve sur la 96 blanche. Je sais pas si on avait des rushs, mais si on en a, on va vous les mettre de toute manière. Mais dans tous les cas, on va vous faire un récapitulatif de ce qui a été fait dessus. C'est Emeric qui a été en totalité dessus, de toute Oui. manière, c'est toi qui as tout fait. Exactement. Donc là t'es sur la fin, je crois. Ouais. T'as été combien de temps dessus? Oula, je dirais à peu près en saccadé, c'est pareil, hein, mais à peu près 4 jours, je pense, Ouais. aux ok. environs, parce que bah il y avait pas mal de travail dessus. Ouais, bah justement, on Donc, va... Qu'est-ce que t'as fait dessus justement? alors, une dépose-repose moteur. Donc, on en a profité pour embrayage, volant moteur bimasse. On a fait le roulement IMS. On a fait une modification avec un changement, etc. Donc, maintenant, c'est fiable. Après, c'est pareil. Quand on dépose tous nos moteurs, nettoyage. Donc, bon coup de nettoyage. Et c'est pareil. Tout ce qui va être éléments susceptibles de rouiller, etc. On les regraisse, on met ce qu'il faut pour éviter que ça grippe pour les prochaines fois, etc. Parce qu'on fait en sorte qu'au prochain démontage, pour tous les entretiens qu'on va avoir, ou au suivant, on va dire, ça soit plus facile et qu'il n'y ait pas de surprise pour nous. Voilà. Après, bah, c'est pareil, il y avait des petites choses qui allaient pas, les ampoules LED que le client avait installées montaient à l'envers, donc on marche arrière, le capteur de marche arrière qui fonctionne bien, on ne comprenait pas pourquoi les ampoules fonctionnaient pas. On se retrouve, on ouvre le phare, on voit l'ampoule, c'est des LED. Vu que c'est une diode, ça passe que dans un sens, on la retourne et hop, le diag est fait. Voilà. Après, toujours pareil, donc c'est une voiture, je pense, qui provient d'Allemagne, qui a roulé en Allemagne pendant un certain temps, et donc pas mal de vis grippées, etc. Donc quand on dévisse les vis, on les dévisse à la main, et souvent, soit elles grippent, soit elles cassent, donc c'est pareil, on a dû extraire quelques visseries rouillées, donc perçage avec un coup de tarot, etc. On retirait, et donc du coup visserie changée et en origine. Et après c'est pareil, donc il y avait un chantier au niveau du train, au niveau des trains roulants. Donc pareil, tout ce qui est bras de suspension, bras de réglage de géométrie, etc.
Puis bah, après c'est toujours pareil, hein, petite remise en état, tout ce qui est pot d'échappement, le chrome avait terni, etc. On a repassé un petit coup, parce que pendant que c'est démonté justement c'est beaucoup plus accessible, donc on le fait. C'est pareil, remplacement des sondes lambda, plein de petites choses comme ça. Les passages de durite de dépression, alors il y a eu on va dire un petit peu de bricolage, mais il y a eu des durites qui étaient débranchées, rebranchées ailleurs, etc. Donc on a regardé la doc et on a fait en sorte que tout passe bien comme il faut, et puis bah, brancher là où il faut, comme c'était d'origine. Voilà. D'accord, donc ouais, là pas mal de travaux effectués quand même sur ce véhicule. Oui. Quoi. Donc 4 jours, mais 4 jours... Ah oui, non, 4 jours à fond. Après, ouais. Sans compter, c'est pareil, hein, quand on démonte, il y a toujours des petites surprises. Par exemple, là, on change les condenseurs de clim. Bah voilà, ça, on peut pas le voir quand on fait nos points de contrôle, quand le véhicule il arrive. Mais ça, bah, on peut pas se permettre de remonter comme ça. Donc ça, c'est pareil. Donc là, on est en attente de la pièce. Mais bah, que des petites bricoles comme ça, des petits déflecteurs comme ça, donc après on les reprend neufs, on les remonte et après la voiture elle est dans un état exceptionnel. Ok, d'accord. Voilà, donc voilà. Là il va te rester quoi sur celle-ci finalement? Bah au final la pièce qui va arriver, on la remonte, on repose tout ce qui est accastillage par choc avant et puis ensuite ça va partir en géométrie, test sur route et après ce sera terminé. D'accord, bon bah parfait, bah merci en tout cas. Pas de problème. C'est bon? Ouais, vas-y là. J'entends pas ta pompe à essence. Et y a pas une... Non, là-dessus elle a pas une télécommande avec une alarme, celle-là, elle a pas un anti-démarrage bizarre. Ça peut arriver ça? Non. Attends, je vais regarder un truc déjà tout de suite, c'est si on a du carburant qui arrive. Là t'as pas de pompe à essence. Donc on contrôle tes fusibles de pompe à essence et tout ça, on sait jamais. Bon, les essuie-glaces fonctionnent. Regarde tes fusibles, tout simplement, t'as peut-être un fusible qui est... Regarde le fusible et le relais de pompe à essence. Mais... Pompe d'alimentation, je dirais que c'est ça. Parce que sans essence, forcément, ça ne marche pas. Hein. Bon, bah moi je vais retourner à mes occupations. Hein. Pour régler les... Ça, c'est pour régler les angles de papillon de carburateur. On n'est pas au même niveau. Là. Non. Bah, mais tu viendras voir après si tu veux, j'expliquerai ce que c'est que ce petit comparateur avec deux petits touchos. Donc, c'est le petit outil que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc cet outil, eh bien, c'est ce qui nous permet d'aller régler nos angles de papillon sur les carburateurs. Et ça, c'est hyper important pour avoir un réglage de base correct, parce que si ça c'est pas bon dès le départ, eh bien on n'arrivera pas à la régler comme il faut et ça marchera pas comme il faut. Donc ça c'est le carbu simple corps de l'Alpine A310 V6 de litre 7. Hein, c'est donc une voiture, enfin c'est un moteur qui est monté avec un simple corps et un double corps. Hein, donc le simple corps est commandé mécaniquement via le cadre d'accélérateur et le double corps lui il est commandé pneumatiquement. Donc là j'ai remis le carburateur en état et là donc j'étais en train de régler donc mes angles de papillon. Donc le premier angle de papillon, je me rappelle jamais hein, parce que j'avais fait ça quand j'étais apprenti, mais voilà, j'avais pas dans la mémoire. Donc ce qu'on appelle le PRN, donc position ralentie nominale. Donc en fait là ce que je vais chercher à régler via la vis qui est ici, eh bien c'est la position nominale de mon papillon de gaz. Parce que ça, normalement, c'est fait en usine, hein. C'est quand ils faisaient les carburateurs ici, là, via cette vis-là. Et puis après, normalement, s'il y en a qui ont déjà vu ça, et bien sur cette vis-là, vous avez un petit capuchon en plastique, justement, qui vient nous empêcher de tourner cette vis-là, justement, pour pas dérégler ce réglage de base. Mais là, comme vous apercevez, bah, il y a déjà longtemps que la vis, enfin, que le capuchon est parti,
et que bah, tout a été tourné. Et puis bah, après, le problème qui se passe, c'est que bah, la vis elle a été tournée là. Après, vous avez une autre vis ici pour l'enrichissement de départ à froid et ainsi de suite. Et puis quand tout commence à être tourné, eh bien à la fin, bah, comme on dit, hein, toutes les vis sont tournées, plus rien n'est à sa position et plus rien ne fonctionne. Donc là, tu cherches à le remettre en position de base, si j'ai Ah bien bah compris. là, oui, en fait, là j'ai la Doc Solex 34 TBIA, parce que c'est un 34 TBIA le carburateur, donc j'ai la Doc Solex de base. Donc parce que bah voilà, hein, et là ils me disent que je dois avoir un angle bien de 3 degrés. Donc ça veut dire que là, je vais aller revisser, là j'ai mon petit outil qui est mis en place dessus, hein. Donc c'est un Solex hein, d'origine. D'ailleurs, pour l'anecdote à côté, regarde, j'en avais parlé je crois de cet outil là déjà. Donc on voit bien, hein, c'est le Peugeot Talbot. Alors cet outil là c'est un Solex. Alors la petite histoire c'est que j'en ai cherché un longtemps, c'est quand même un truc français à la base, je l'ai trouvé aucun en France ni en Europe, je l'ai trouvé aux États-Unis, je l'ai fait venir des États-Unis. Bon, à croire que tous les gens qui le faisaient en France, bah, ils ont jeté tous leurs outils ou ils ne le faisaient pas, enfin j'en sais rien. Bref. Alors moi, effectivement, ça, je l'ai fait quand j'étais apprenti, j'ai dû le refaire 1 ou 2 fois après, mais après, bah, en fait, je ne l'ai jamais refait parce que je n'avais pas l'outil. Et donc, j'ai mis du temps à le trouver, et maintenant que je l'ai, eh bien, ça me permet d'aller faire mon réglage de carburateur au mieux possible. Donc, eh bien, tout simplement, hein, là, on peut voir, il y a la petite notice d'origine. Hein. En dessous ça, eh bien, on a un petit cadran avec 2 petits toucheaux. Et puis là, comme vous le voyez, eh bien, je viens prendre tout simplement mon angle de papillon. Alors, il y a tout un calibrage et un étalonnage à faire. Et eh bien, une fois que c'est fait, après, c'est juste comme un rapporteur de précision. Et donc là, ça va me permettre d'aller régler donc, mes angles de papillon. Donc il y en a plusieurs hein, sur ce carburateur-là. Comme je vous disais, là, je vais régler le PRN, donc position ralenti nominale. Et puis après, je vais aller régler un autre angle, c'est celui de l'ouverture avec le starter automatique. Parce que forcément, il y en a peut-être beaucoup qui ont des voitures à starter automatique et puis bah, quand ils démarrent, ça fonctionne plus très bien ou ça s'engorge ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est en grande partie à cause de tous ces angles-là qui sont déréglés. C'est pour ça qu'elle marche bien. Et c'est pas parce que c'est une vieille voiture que ça ne doit pas marcher. C'est que c'est mal réglé, c'est pour ça que ça ne marche plus. Bah aussi pour les un peu plus novices comme moi, je trouve ça fascinant. Une pièce mécanique comme ça me fascine. Bah parce que en fait là, tout ce que je suis en train de faire là, c'est mécanique, hein, effectivement. Et eh bien, aujourd'hui, hein, tout ce qu'on voit là, tous les angles et tout ça, et puis même le système de départ à froid, tout est intégralement géré par l'électronique. Donc, si vous voulez, on va pas dire, on n'a rien réinventé, on a juste optimisé ce qu'on savait faire à l'époque. Oui. Voilà, hein, sauf que bien le système mécanique, eh bien, vous voyez, on a le papillon des gaz hein, qui nous permet eh bien, de faire rentrer l'air. On a un gicleur d'essence qui nous permet, en gros, un diffuseur qui nous permet d'envoyer l'essence dans le moteur. Donc aujourd'hui, eh bien, cette pièce-là, on l'a complètement switché. On a juste gardé le papillon des gaz. Maintenant, on a les injecteurs directement. Puis après, bah, tout ce qui est angle de papillon, parce que maintenant les papillons, ils sont électriques. Eh bien, tout ce qui est angle de papillon, c'est géré par le calculateur. Donc lui, en fonction de la quantité d'air et tout, il y a toute l'électronique qui vient de l'assister. Et puis qui vient remplacer tout ce système mécanique qu'on avait à l'époque. Enfin, alors, je trouve ça impressionnant. Ah bah, ça à quoi ça, 50 ans? Ouais, c'est ça, oui, tout à fait, ouais. Mais aujourd'hui, le gros avantage qu'on a avec l'électronique, c'est qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus précises. Donc c'est pour ça que sur des cylindrées équivalentes, on double les chevaux. Hein, parce que bah, forcément, on optimise. Mais à l'époque, voilà, hein, toute l'ingénierie avec tout un petit système de biellette, de ressort et tout ça. Donc là, effectivement, quand on voit ça... je trouve ça bien plus beau, ça me fait penser à de l'horlogerie, quoi. C'est ça, c'est ça, parce que là, tu vois, on est obligé de mettre un petit appareil, on va aller chercher, je vais aller chercher mes 3 degrés en agissant sur ma vis, et puis quand on regarde le filetage qui est sur les vis qui sont ici, et ben le filetage, il est très fin, ce qui me permet d'avoir une très grande précision donc sur mon réglage. Parce que j'ai rien contre l'électronique, mais par exemple ça... Eh ben, tu le mets en décoration chez toi, ça va pas choquer parce que c'est une pièce qui est, enfin, c'est tellement complexe enfin, je trouve ça. Bah c'est toute une pièce mécanique. Hein. C'est comme dans une montre hein, quand tu as tout un système d'horlogerie. Hein. Là, on voit bien que ici c'est toute la commande d'accélérateur. Et puis là, la petite biellette, là, elle est déconnectée pour les besoins du réglage, mais après, c'est reconnecté à ce système-là. Et là, quand on regarde tout ce qu'il y a là-dedans, eh bien, tout ça, c'est le système de départ à froid, c'est le starter. C'est tout ça qui va permettre de gérer le départ à froid. Donc, avec une dépression, avec un système à cire, en fonction de la température qui se dilate et qui va aller fermer plus ou moins le papillon, le volet de starter et modifier l'angle du papillon de gaz aussi pour eh bien, équilibrer la richesse.
Donc tout ça se fait mécaniquement. Et forcément, si on veut que ça marche bien, eh bien, il faut que tout soit réglé. On ne peut pas se permettre de régler puis de se dire on va régler ça à l'oreille, on va tourner les vis comme ça. C'est peu probable que vous arriviez à faire un angle de 3 degrés à l'oreille. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathis, qui est à peu près le même âge que moi. C'est surprenant qu'il y a 50 ans, ils arrivent à faire des choses aussi bien optimisées et mécaniquement. Alors que c'était il y a 50 ans et ils n'avaient pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Ah bah non, mais ils se creusaient la tête, hein. Donc tu vois, les petits outils mécaniques. Alors après, voilà, il y a tous les angles, là, il y a tout un système d'angles, tu vois, là on les voit, ils sont représentés ici, hein. Là, avec toute la... C'était bien fait à l'époque, hein, tu vois, mesureur d'angle de papillon, on a tous les angles qui sont là, avec toute la définition. Hein, et puis même des fois, tu pouvais les calculer, les additions, voilà. Mais tout se faisait comme ça, et puis il y avait les premières voitures qui couraient au Mans, elles étaient équipées avec des carburateurs, et puis ça fonctionnait, ça roulait. C'est ce que je dis tout le temps. Hein. Alors aujourd'hui, on a des voitures qui roulent pas en 24 heures aussi, mais qui au Mans et qui vont beaucoup plus vite, parce que bah, on a optimisé tout ce qu'on savait faire à l'époque. L'automobile, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça cause 100 ans, on va dire. Hein. Puis quand on voit l'évolution aujourd'hui de tout secteur, en vrai... Alors bah effectivement, moi je suis plus passionné à réparer ça qu'à réparer une voiture moderne. Ah, téléphone. Pas de souci, merci Baptiste, salut. Bon bah je sais plus ce qu'on disait. Eh bien, je sais plus, on parlait... Alors, j'en ai perdu mon tournevis. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve ça fascinant. Et ça me rappelle, bon toi ça va forcément te rappeler ça, mais tu sais la Formule 1, bah moi je vois ça à la télé forcément, la Formule 1. Les vieilles personnes en Formule 1 qui étaient en train de régler sur les petites tables avec la blouse blanche. Ah mais exactement, oh non il y a même, quand tu regardes, si on cherche un petit peu des photos d'époque sur ça, hein, quand ils étaient en course, aujourd'hui tout est nickel, tout est clinique. Ah bah et ça tout. oui c'est sûr. Et à l'époque, bah, ils démontaient la voiture dans le milieu du parking, la F1, hein, ils enlevaient le moteur, ils le mettaient d'un côté, il y a des photos comme ça où on voit les mécanos, même alors c'est marrant, en short et torse nu avec un Bob Ricard. Oui c'est vrai, et presque une cigarette à la bouche. Ah bah oui mais parce que c'était pas la même époque, puis ils réparaient tout comme ça, et puis les gars ils étaient 2 ou 3 quoi. Donc, et puis la voiture ça marchait. Mais moi ce que je veux dire, pour en rebondir là-dessus d'ailleurs, c'est ça te donne un petit peu le niveau technique que les gars avaient. Oui. Parce que tu vois là quand on fait ça, là il n'y a rien qui nous assiste, hein. C'est nous et puis la lecture, les petits calculs, les mettre au beaux angles et tout ça. Et puis surtout bah il n'y a pas de prise au BD qui va te dire quelle panne il y a sur la voiture. Donc voilà. Et puis moi je trouve ça super intéressant d'aller travailler là-dessus parce que bah voilà, il y a toute une mécanique, il y a toute une réflexion derrière. Voilà, faut se creuser la tête là, il faut reprendre les choses qu'on n'a pas faites depuis forcément un petit moment parce qu'on ne fait pas tous les jours. Et puis bah retrouver les docs. Donc aujourd'hui c'est quand même la facilité qu'on a par rapport à l'époque, c'est qu'on retrouve très facilement les docs, on les a à l'écran. Et puis bah, c'est très bien fait les docs de l'époque parce que tout est expliqué pas à pas, mettre l'outil, mettre la vis et tout. Donc voilà, c'est très bien fait. Et ça c'est très intéressant. Et surtout, moi la grosse satisfaction de tout ça à chaque fois, c'est que sur cette voiture-là, j'ai refait l'allumeur qui était complètement en vrac aussi, que j'ai remis en place, que j'ai rénové. Là, je suis en train de faire les carburateurs. À la fin, on va remettre ça dans l'auto. On va pouvoir faire un réglage parfait. Et là, on va avoir une auto qui va tourner parfaitement. Oui. Non, mais c'est ça, la chose qui me plaît le plus à faire. C'est un vrai savoir-faire en tout cas. Et puis moi, je trouve ça juste magnifique. Et à chaque fois, ça me fait penser aux horlogers. Où je les vois démonter l'horloge avec toutes les petites pièces. Tout est minutieux. Tout est mécanique, tout est fait à la main. Ah bah, et voilà, mais effectivement aujourd'hui je pense qu'on est peu d'ateliers à avoir ce type d'outils là. Alors après, effectivement, moi je suis toujours en quête d'avoir ces outils là, mais c'est des choses, que ça soit le banc d'allumeur, ces outils spécifiques Soleil, tous les trucs qu'on avait d'époque pour faire les réglages, c'est ultra compliqué à trouver aujourd'hui, hein, parce que voilà. Et puis on est tous les deux, on regarde souvent YouTube et les chaînes YouTube de mécanique, autres que nous forcément, et c'est aussi pour ça qu'on s'y était mis. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu personne, si on regarde pas que des Français, on regarde des Allemands, des Américains, etc. Oui. On n'a jamais vu personne avec ça. Bah, il y en a certainement, mais faut tomber dessus, quoi. Oui. Et puis peut-être qu'il y en a certainement qui font les réglages, mais qu'on parle pas sur les réseaux, tout simplement. C'est sûr. Voilà, tout simplement. Mais voilà. Alors là, déjà, le fait est que je l'ai trouvé aux États-Unis, cet outil. Je m'attendais pas à ça. Hein. Je me suis dit, je vais le trouver en France, en Europe, parce que c'est quand même en plus un outil Peugeot Talbot à la base. Et bah, je l'ai fait venir des États-Unis, quoi.
Bon, bref, c'est pas grave. En plus, je suis content, il est en super bêta. Bon, il y a que le petit cadran qui a une fêlure ici, mais il a tous ses petits outils, les contrepoids et tout. Donc déjà, rien que pour l'outil, moi je suis content déjà. Mais même les outils de cette époque-là, quand on les regarde de près, Ah oui, non, mais c'est des beaux outils quoi. Voilà, c'est des beaux outils. Enfin, hein. même le petit poids et tout, Ah, qui est voilà. bichromaté, etc. Enfin, Bon, moi, après, je trouve ça- la pauvre mallette, hein, elle a vécu. Là, faut que je change la mousse dedans parce que bah, toute la mousse, à part en petits lambeaux, hein, mais elle a encore sa mousse d'origine. Bon, ça m'embête parce que l'outil, il est dans sa boîte d'origine, mais bon, là, la mousse, va falloir que je fasse quelque chose parce que là, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire de ce mesureur d'angle de papillon que vous avez vu tout à l'heure où je suis venu. Donc, eh bien là, je vais finir mes réglages. Hein, donc, je vais régler mes angles de papillon. Puis après, je vais passer à mon deuxième carburateur, nettoyage, réglage des angles aussi. Et après, il n'y a plus qu'à reposer sur la voiture. Et il faut suivre le manuel technique parce qu'il y a d'autres choses à régler quand on remet en place, les longueurs de biellette et tout. Et puis à la fin, toute fin, on fera le réglage de richesse. Et normalement, on devrait avoir une auto qui tourne parfaitement. Bon, Voilà. bah parfait. Voilà pour la petite explication, Mehdi. Alors, Oui, quoi? Alors quoi? bon, ça veut dire que là, on est prêt là. C'est pour ça que tu es là. Ah bah oui, c'est Donc oui. ça veut dire que là, il faut que... Bah, ouais, C'est pour YouTube, c'est ça? c'est ça. D'accord, bon. Ok. Alors, avant que tu me demandes qu'est-ce que je suis en train de faire, Ouais. je suis en train de travailler sur la culasse de la TVR Speed 6. Donc, pourquoi une culasse neuve? Alors vous allez me dire, pourquoi il l'a mis sur la rectifieuse alors qu'elle est neuve? Alors tout simplement parce qu'on va lui apporter une petite modification à cette culasse. Hein, donc ça se situe à ce niveau-là, hein, pour faire simple. Donc ici, vous voyez, là on a deux bossages et qui correspondent en fait avec les guides de linguet de soupape. Et donc à ce niveau-là, d'origine, alors si on fait le tour de l'autre côté, le graissage des linguets, il est fait par un canot d'huile qui est ici en fait. Donc si vous voulez, vous avez la pression d'huile qui arrive par le bas, qui vient injecter l'huile sur ce canot-là et sur le deuxième. Et donc ça vient lubrifier tous les linguets et au niveau de l'arbre à cam. Alors, ça crée un problème parce qu'en fait, on n'a qu'une alimentation d'huile pour les deux, pour aller jusqu'au bout. Donc en fait, il y a une modif à faire, hein, qui ont été faites bien ultérieurement. Donc comme celle-ci, la culasse est neuve, eh bien, elle n'a pas la modification. Hein, donc voilà, c'est resté comme ça. Donc la modif, moi, ce que je vais faire... Alors, attendez, bougez pas. Je bouge pas. Hein. Oui, j'ai bien vu que tu bougeais pas. Donc, en fait, voilà, on va prendre deux petits raccords comme ça. Hein. Alors, entre les deux, évidemment, il va y avoir un tuyau, hein, pour les faire communiquer ensemble. Et, eh bien, ici, sur ces bossages-là, comme ça correspond parfaitement avec l'alignement, eh bien, des deux supports de linguet, eh bien là, je vais percer ici et ici, d'accord? Alors avant, évidemment, hein, je vais rectifier ma surface, je vais les percer au centre, et après, en fait, eh bien, on va avoir ça qui va être mis comme ça, et donc ça va permettre à l'huile de faire une boucle. Donc voilà, J'ai compris. ça va permettre, en fait, si vous voulez, à faire une boucle. Hein. C'est une modif qui a été faite, hein. Je la fais pas, c'est pas moi qui ai dit je vais faire une boucle tout seul. Hein. Alors effectivement, j'aurais pu y penser, mais c'est que ça a été fait depuis très longtemps, et c'est le client qui me l'a demandé, parce que bon, là, il est sur tous les forums anglais et tout ça, et donc c'est une modif à apporter. Donc, eh bien, voilà, là, c'est ce que j'ai entrepris. C'est pour ça que je l'ai posé là. Donc, bah là, vous voyez, j'ai déjà pris ma grosse fraise. Hein. Donc, je vais commencer déjà par aller dresser mes deux plans, hein, pour que ça soit parfaitement plat. Puis après, bah, avec ma fraiseuse, je vais incliner la tête et je vais venir faire un perçage ici, tarauder. Et puis, bah, après, voilà, hein, tout simplement, eh bien, il n'y aura plus qu'à visser avec un raccord entre les deux. Donc, voilà. Alors, effectivement, hein, pour moi, ça peut paraître simple. Mais si vous n'avez pas le matériel ni la machine, bon... Là, vous êtes obligé de vous adresser à un professionnel pour le faire. Eh bien, donc voilà, c'est ce que je vais entreprendre. Donc là, je vais faire ma modif, faire mes taraudages, et puis bah, après, installer mon tuyau. Et puis bah, la culasse, il n'y aura plus qu'à réassembler après, parce que bon, là, j'ai une culasse neuve avec des soupapes neuves et tout. Donc là, c'est vraiment du remontage. Et puis après, évidemment, faire mon réglage de jeu aux soupapes. Parce que là-dessus, c'est pas hydraulique, c'est du pastillage, c'est-à-dire des petites pastilles de réglage. Tu reviendras voir au fur et à mesure du temps comment ça avance et où j'en suis rendu. Ouais. Donc là, ce que je vais déjà commencer par faire, eh bien, c'est rectifier ces surfaces-là. Alors évidemment, hein, je ne l'ai pas dit juste avant, mais comme s'il y a des gens qui font de l'usinage et de la rectif, hein, j'ai déjà dégauché, hein, la culasse. Hein. Puis bon, là, comme on vient faire un perçage, on n'est pas au centième près, hein, dans l'alignement. Bon, là, elle est bien dans l'alignement. Maintenant, j'ai plus qu'à rectifier, percer et tarauder. Donc ça, c'est une opération qui est relativement simple.
C'est excellent ce que tu fais. Là, je taraude. Il faut que ça soit bien centré et surtout bien aligné. Donc eh bien on a avancé hein, sur la culasse. Vous avez vu, j'ai complètement basculé ma tête. Alors tout simplement, c'est pour pouvoir aller percer mes 2 trous ici. Alors celui-ci là, ce trou-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y était d'avance. Alors par contre, ça m'embête un petit peu parce que ça devait être un trou de fixation. Je crois qu'il sert même pas sur la voiture. Sauf que si vous regardez bien, eh ben, il n'est pas centré par rapport à mon bossage. Alors, je sais pas si on va bien voir quand même. Donc ça m'embête un peu, donc va falloir que je vois comment je vais me débrouiller. Est-ce que je me remets dans ce trou-là, je l'agrandis et je le retaraude, ou est-ce que je le décentre? Je vais voir par rapport au diamètre. Mais vous voyez, bah, j'ai déjà fait celui-là. Donc celui-ci, bah, là, vous voyez comme j'ai aligné ma tête. Hein. Là, je suis percé comme ça. J'ai fait mon taraudage, et puis bah, là, vous voyez maintenant mon raccord, ça y va. Ça monte parfaitement. Alors, bien évidemment, on mettra des joints. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et puis bah, comme ça, on pourra faire notre montage avec notre durite. Donc vous voyez un petit peu là, c'est un petit peu plus technique, hein, parce qu'habituellement bah, on ne se sert pas de la tête comme ça, mais l'avantage de cette machine-là, c'est que je peux tourner ma tête dans tous les sens, et puis bah, justement aller m'adapter pour un travail comme celui-ci, et aller faire de la modification comme ça. Alors moi, c'est des choses que j'aime bien faire, parce que c'est plaisant, donc voilà, puis c'est toujours satisfaisant d'aller faire des choses comme ça, et de modifier des choses. Donc bah, là, je vais continuer, je vais faire le deuxième, et là, justement, ce que je vous disais, je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je me mets décentré? Je pense que je ne vais pas avoir trop le choix parce que si je décentre, je ne vais pas avoir assez de... Je ne vais pas être bien, donc je vais être obligé de percer dans cet alignement-là. Ça sera bon, ça n'a pas une très très grosse importance, hein. Ça va être légèrement décentré, mais ça n'empêchera pas l'huile de passer. Mais bon, voilà, moi qui suis un peu perfectionniste, le fait que ça ne soit pas au centre... bah, ça me perturbe un peu, mais bon, on va faire avec. Hein. Faut pas stresser non plus. Non, mais voilà, tu vois, c'est pas pile poil dans le centre. Je te connais. De l'autre côté, tu vois, je l'ai bien mis dans le centre. Donc voilà, là, j'ai plus qu'à faire un petit coup des bavurages là, et puis tu vois, c'est bien dans le centre, c'est propre, tu vois. Là, c'est parfait, là, ça me plaît. Bon, là, ça sera pas centré, mais de toute façon, je vais pas avoir le choix, parce que comme je perds 110, 150, si je veux le recentrer, il faudrait que je me mette ici. Et là, en me mettant ici, bah, tu vois, là, sur ce côté-là, je serai plus dedans. Donc je vais être obligé d'aller directement là. Bon, cela dit, c'est pas dramatique, c'est juste esthétique. Donc bah là j'ai juste à me recentrer sur ce trou-là, hein. Je traverse, je taraude, et puis voilà, une opération très simple en fait. Voilà pour cette culasse de TVR. Puis après, bah, une fois que j'aurai tout fini, on regardera un petit peu à l'établi ce que ça donne. D'accord? Eh bien les amis, ça y est, vous voyez, la culasse, je l'ai enlevée donc de la fraiseuse. Donc mes perçages, mes taraudages sont finis. Hein, donc vous voyez là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, enfin ou juste avant, à ce niveau-là, que c'était pas trop centré, bon ça va, c'est pas non plus catastrophique, ça va aller. Hein. T'as vu Mehdi? Je vais voir un peu plus près là s'ils veulent voir. Et bah du coup, et donc, alors vous voyez, j'ai préparé donc mon raccord. Hein, donc voilà, hein, c'est du raccord aviation avec une durite spécifique hein, qui tient évidemment à la température et puis à l'huile. Et puis bah maintenant, plus qu'à monter avec donc les joints qui vont bien, vous voyez ici, et là, eh ben, si on a bien fait son boulot, normalement, il n'y a pas de problème, ça monte parfaitement, et hop, et bien voilà, là, c'est parfait, impeccable. Et là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que bah, l'huile, elle va arriver ici, elle va circuler, elle va repasser ici, et comme ça. Donc on va avoir une boucle d'huile. Hein, donc ça va optimiser la lubrification. Alors c'est comme je vous disais, hein, c'est pas moi qui ai instigé cette modification-là, hein, c'est une modification qui a été faite depuis longtemps et le client m'a demandé de la faire. Petite question, oui. Un couple de serrage spécifique du coup pour ces vis ou pas? Bon, un couple spécifique, non, mais on respecte toujours des couples en fonction des diamètres. Et puis là, sachant que ici, comme c'est un banjo, c'est creux, donc ça se serre un petit peu moins fort qu'une vis standard, parce que tu vois, elle est creuse. Elle permet justement le passage d'huile. Donc j'ai plus les coupes de serrage en tête, je vais regarder, mais il y a des règles pour ça. Mais bon, voilà, il faut que ça soit serré de façon à ce que ça soit étanche. Et puis là, même là, tu vois, pour l'exemple, j'ai mis des joints toriques.
Des joints toriques, pardon, des joints cuivre. Mais je pense que sur un montage comme ça, justement, pour limiter les serrages, eh bien, je vais mettre de la bague BS qu'on appelle. Alors une bague BS, en fait, c'est une bague alu avec un joint en caoutchouc au milieu pour justement optimiser l'étanchéité. Alors, quand même, on peut jeter un œil à cette culasse parce que c'est quand même un beau morceau. Hein. Vous voyez, quand on la retourne ici, hop. Là, vous voyez, c'est tout neuf, tout beau. Donc bah là, moi, ce qui va me rester à faire maintenant sur cette culasse, hein, c'est de remonter les soupapes. Hein. Mais comme je vous ai dit, hein, vous voyez, moi j'ai des soupapes neuves. Donc bah là, il n'y a pas de problème. Hein. Elles sont même encore avec la graisse de stockage. Donc vous voyez, bah là, voilà, il n'y a pas de difficulté. Hein. Là, on va peut-être juste mettre un léger coup de rodage, mais c'est uniquement pour optimiser Enfin, pour voir la trace, hein. C'est pas pour faire de l'étanchéité ou de la rétif. Là, c'est juste pour être sûr que ça soit parfait. Donc voilà, donc là, j'ai plus qu'à remonter maintenant toutes mes soupapes. Hein. Donc ça va m'occuper un petit moment quand même. Remettre en place après mes linguets, mes arbres à cam, faire mon jeu aux soupapes. Et après, je vais pouvoir reposer sur le bloc. Alors, je sais pas si on l'avait vu, parce que c'est vrai que je devais faire des vidéos dessus, mais bah, on a été énormément pris par le temps. Donc bah, moi, vous voyez, le bloc, je l'ai déjà reconstitué. Hein, donc avec tout l'ensemble chemise, piston, l'embiellage. Donc c'est un bloc qu'on a envoyé chez mon rectifieur et qui m'a remplacé donc en fait les chemises. On peut approcher, on les voit là, Mehdi. Tu vois, là les chemises, elles ont été remplacées à ce niveau-là. Donc en fait, eh bien, ils ont extrait les anciennes chemises. Puis après, bah, ils ont rechemisé le bloc, réalisé pour les mettre à la cote et fait un surfaçage pour que ça soit parfait. Donc là, alors moi mon rectifieur, hein, ça fait des années que je travaille avec lui. Donc, totale confiance dans ce qu'il fait, mais je recontrôle toujours par acquis de conscience, mais aucun problème. Donc, bah, vous voyez, hein, ça fait un beau morceau quand même. Hein. Donc, bloc moteur, moteur réassemblé. Donc là, on va pouvoir lui remettre sa culasse, et puis après, il va pouvoir aller retrouver sa voiture. On peut jeter aussi un œil côté distribution, parce qu'il y a une particularité sur ce moteur. Donc là, on voit la distribution hein, qui est ici. Après, le vilebrequin. On a un pignon intermédiaire qui, lui, va entraîner les deux arbres à cam en haut. Et la pompe à eau se situe dans le carter de distribution. Vous voyez, ça c'est la pompe à eau. Et après, il y a deux pompes à huile sur ce moteur. Il y a une pompe à huile auxiliaire et une pompe à huile principale qui est en dessous. Donc pompe à huile à engrenage, hein, et puis là on a une pompe auxiliaire. Donc vous voyez, bon voilà, et les tensions de chaîne, c'est un petit peu particulier hein, sur ces moteurs-là. C'est une distance à mesurer. Donc il faut vraiment faire attention, il n'y a pas de tendeur automatique, il n'y a rien. Bon, c'est du moteur, c'est de la belle ingénierie, mais voilà, au niveau conception, développement, ça a été pris, repris, après ça a été fait, le client m'a raconté un petit peu l'histoire, et il y a des choses qui avaient été faites par l'ingénieur de base, et puis après la marque a supprimé des choses justement pour des histoires d'économie, et justement ça a provoqué des problèmes de fiabilité sur ce moteur. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, on a fait une modif au niveau de la distribution d'huile. Et il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé un petit peu bizarre sur ce moteur, c'est que si je me rappelle bien, l'arrivée d'huile pour la culasse, eh bien, elle passe en extérieur. Alors que je vois pas, j'en ai discuté justement aussi avec le client, ils auraient très bien pu la faire monter directement via le bloc. Enfin bon, bref. Donc voilà pour ce bloc de TVR. Donc, vous voyez, on y reviendra, hein, Mehdi, on essaiera de refaire des vidéos, hein, mais comme je vous dis, là, ça va commencer à se tasser un petit peu. On va essayer de prendre notre rythme, hein, parce que c'est pas simple, hein, entre le déménagement. Là, je vous présenterai aussi, j'ai un chef d'atelier qui est arrivé, que j'attendais avec impatience, qui me seconde, et ça me soulage quand même énormément. Donc là, évidemment, il est encore en découverte et en formation, donc voilà, on est encore un petit peu dans le flou. Si tu veux, on peut jeter un œil assis à côté, là, ce qu'on a sur l'établi à côté. Rapidement, hein, pas long qu'on est là. Donc là, vous voyez, ça c'est un pont avant de 996 turbo. Alors 996 turbo ou Carrera 4, après c'est tout le temps les mêmes. Alors pourquoi on l'a démonté? Parce qu'à la base, en fait, on avait une fuite de pont, donc on devait changer le joint spi qui est positionné ici. Et il s'est avéré que quand on a enlevé la tulipe, hein, c'est ça, hein, c'est ce qui vient relier, en fait, vous voyez, ça se situe ici, ça c'est le différentiel, il est à l'intérieur, et vous avez la tulipe qui est à l'intérieur, comme ça, et qui, elle, vient transmettre via le cardan aux roues. Et quand on a enlevé la tulipe pour changer le joint spi, eh bien là, catastrophe. Alors si vous voyez, ici, vous voyez la portée, là, eh bien, vous voyez, elle est complètement bouffée. Donc, bah, ça, c'est pas bon, hein, pas bon du tout. Et quand on vient voir dans le différentiel, eh bien, on a la même chose ici. Vous
voyez, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est complètement bouffé, hein, tout gratté. Je mettrai une petite photo d'illustration, je pense que ça sera plus clair qu'avec la GoPro. Alors le problème qu'on a là, c'est que autant chez Porsche ils font toutes les pièces, mais là sur ce coup-là, eh bien ils ne me détaillent rien. Alors ils vont me détailler le coupleur, le visco-coupleur qui est dans cette partie-là, mais le boîtier de différentiel, ils ne me le détaillent pas. Et le problème que j'ai, c'est que bah, là c'est le différentiel qui est entamé. Donc alors c'est embêtant quand même de changer tout l'ensemble juste pour ça. Donc là, je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Donc les roulements, ça, on va les changer, c'est pas un problème. Mais là, en fait, le problème qui se passe ici, c'est que c'est le guidage de la tulipe qui est complètement détérioré. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarre, je ne comprends pas tout. Donc cette pièce-là, je peux l'avoir au détail. Donc ça, on va la recommander en neuve. Et ici, eh bien, on a la portée qui est abîmée. Donc ça m'embête quand même de changer tout ça pour ça. Donc je vais voir s'il n'y a pas une solution en usinage pour justement eh bien, rattraper ce problème-là. Parce que c'est pas forcément très grave. Hein. C'est juste ce qui permet en fait, quand on vous braquez à la rotation là. Donc c'est le guidage. Mais c'est quand même assez étonnant que ça se soit dégradé à ce point-là. Donc l'explication, je ne l'ai pas. Pourquoi? Peut-être un manque d'entretien. Parce que quand on voit l'état intérieur, et quand je dis que c'est important de faire les entretiens sur les voitures, et quand on y regarde d'un peu plus près, ben je pense que la cause, elle est là. Hein. Quand on voit la couleur de l'huile, noire comme ça, Ouais, c'est pas très très beau. ben non, mais c'est que voilà. J'ai souvent des clients, enfin des gens qui me disent « Ouais, mais la voiture, elle n'a pas roulé beaucoup, donc ça, on n'a pas besoin de faire la vidange. » Alors, faux, archi faux et faux. Parce que c'est pas parce que votre voiture ne roule pas que l'huile, eh ben, elle se désagrège, enfin, elle se détériore pas. Parce que l'huile, c'est d'un composant chimique, et puis eh bien, avec le temps, eh bien, les molécules d'huile s'altèrent, il y a de l'humidité qui se met dedans, et puis bah, à la longue, on arrive à des résultats comme ça dans les boîtes de vitesse ou dans les moteurs. Donc les révisions et les maintenances sur les véhicules, c'est très important. Bon les amis, on va en rester là pour cette vidéo. Alors je fais un petit récap de ce qui s'est passé dans tout ce que vous venez de voir avant, hein, dans la vidéo. Vous avez vu, hein, c'est complètement décousu parce qu'il y a la Ferrari, vous avez vu le début, vous n'avez pas vu la fin. Enfin bref, la Ferrari elle est repartie, vous l'avez compris, on a remonté la batterie, ça fonctionne. Là, 968 qu'a fait Matisse, où vous avez vu qu'on était en train d'essayer de la démarrer, qu'elle ne démarrait pas. Donc on a cherché un petit peu, au moment où je vous parle, la voiture elle est déjà repartie, hein, donc on n'a pas eu le temps de refilmer derrière, enfin bref. La voiture elle a bien démarré, elle fonctionne bien, hein, vu qu'elle est repartie. Le problème qu'il y avait, c'était pas un problème en fait, hein, si c'était un problème, c'était une petite chose que Matisse, voilà, erreur de débutant, c'est pour ça que je suis là pour contrôler tout ce qu'ils font. C'est que, alors c'est une erreur sans l'être, hein, parce qu'il avait laissé un petit bouchon sur le circuit d'essence, parce que quand il a nettoyé, il avait bien pris soin de boucher tous les orifices pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre nulle part et tout. Et puis bah, il avait laissé un petit bouchon sur l'arrivée d'essence, donc forcément tout fonctionnait, sauf qu'on n'avait pas d'essence qui arrivait. Donc c'était juste ça le problème. Hormis ça, aucun souci derrière, hein, on a remonté, tout fonctionne parfaitement. Donc tout le reste de son travail, c'était parfaitement exécuté. Et puis bah, là, comme vous l'avez vu hein, dans l'atelier, vous m'avez vu sur le moteur de la TVR, vous m'avez vu aussi sur les carburateurs de l'Alpine. Donc ça c'est pareil, au moment où je vous parle, l'Alpine elle est pas encore repartie, il y a encore, parce qu'on a la jupe arrière qui est démontée, les carburateurs sont remontés, donc on l'a remis en route, je pense qu'on reviendra dessus parce qu'elle ne va pas partir tout de suite, donc ça on passera dessus hein, dans une prochaine vidéo. Et puis bah, là je suis sur mon moteur de TVR hein, en montage. Et le pont, vous l'avez vu aussi, le pont avant de la 996, mais je pense qu'on reviendra là-dessus hein, pour voir un petit peu comment je vais reprendre les choses. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt, tchuss. D'accord. Voilà. Bon bah on finit sur bon, ça. Salut voilà, les mecs, tchuss. Donc, à la fin de vidéo, elle est merdique. Bon les mecs, je vous fais une... c'est la fin. Tchuss. Et il est content? En fait, on essaye de vous faire une fin de vidéo correcte, mais c'est pas évident. Avant, habituellement, on faisait pratiquement tout en une semaine. Mais là, c'est éparpillé sur un mois. C'est 1 mois et demi à faire une vidéo. Non, mais... Bon les amis, on va conclure. Comme Jean-Claude Duss de Paris. Là, je sens que j'ai une ouverture, donc je pense que je peux conclure. Et dans ces cas-là, faut pas hésiter, faut y aller. Hein, parce que si t'hésites, c'est mort. Ah bah tu peux louper la conclusion. Ce serait dommage. Ils se font la gueule, lui. Ah ouais, je vais pas y arriver. S'ils me regardent tous puis qu'ils rigolent tous. Alors déjà que j'y arrive, je suis pas sérieux là. Puis lui il se marre. Alors les amis, on va conclure. D'accord. Bon les amis, on va hein.
On va conclure parce qu'il n'y arrive pas, donc je l'aide. Bon les amis, on va en conclure. Non. On va en conclure. Ça fait 10 fois que tu dis bon. On va en rester là pour aujourd'hui. Pour les amis. Bah là en fait on arrive au terme de la batterie presque. C'est donc, vrai, merde, on va se dépêcher alors.